me présente, donc Michel No, comme il le dit, je crois que c'est marqué ici. Oui, je suis ingénieur, hein, ingénieur mécanicien, métallurgiste hein, de l'école centrale de Lyon à côté, pas très loin. Et j'habitais à Saint-Étienne, donc c'était encore pas trop loin. Et je suis effectivement auditeur de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai effectivement j'ai quitté la région il y a pratiquement 45 ans. Je suis retraité, même si je continue à bricoler un petit peu. Et donc je reviens dans le quartier, sur Saint-Étienne. J'interviens ici donc, sur le thème Que croire, qui croire. On va voir après ce que j'entends dire là-dessus. Je suis, comme a dit Jean, avec la casquette d'ancien président de l'AFIS. Alors l'AFIS, c'est quoi? C'est l'Association française pour l'information scientifique. Elle a été créée en 1968. Elle essaye de clarifier un certain nombre de choses, en particulier sur la frontière entre science et pseudo-science, d'où le nom d'une revue que vous voyez peut-être à la librairie de Paris, par exemple, ou dans votre boîte aux lettres si vous avez la chance d'être abonné. Et où on traite justement cette question de la frontière et où on essaye aussi d'apporter un éclairage fondé sur la science sur grand nombre de débats publics. Et depuis quand même quelques années, les débats publics sont plutôt sur deux thématiques principales. D'une part, la santé publique, donc les médecines alternatives. Là, on a été quand même pas mal occupé durant cette année et demie. Et d'autre part, toutes les questions environnementales, ce sont les deux sujets les plus débattus à l'interface entre sciences, techniques et société aujourd'hui. Et donc nous, notre démarche sur ce sujet-là, et on va voir comment, c'est d'essayer d'éclairer de façon scientifique le débat, sans rentrer pour autant dans le débat en tant que tel, et on verra dans notre discussion que les dimensions politiques sont pleinement légitimes ou morales dans la plupart de ces controverses. Mais par contre, on essaye de faire en sorte qu'on soit sur des bases scientifiques claires d'une part, pas falsifier ce qui arrive souvent, et pas instrumentaliser non plus ce qui arrive souvent aussi. Donc la revue Sciences et Pseudosciences, et d'autre part une maison d'édition que l'association nous avons achetée il y a 2 ans maintenant, qui est Bookie Book. Vous avez peut-être là La science face à la conscience animale, c'est le dernier bouquin qu'on vient tout juste de sortir. D'ailleurs, ça peut être un sujet très intéressant. L'auteur, qui est ancien président de l'Académie vétérinaire, est sûrement tout à fait partant pour venir. Il n'est pas que très loin, dans le 71, donc voilà. Donc on peut y aller peut-être directement sur le sujet. Donc, qu'est-ce que croire? Donc, méthode habituelle, quand on discute de quelque chose, c'est déjà de définir le mot. Hein. Donc, croire, c'est bien donc un verbe transitif suivi, alors, soit le substantif désigne une personne, donc on croit quelqu'un. Hein, donc, je ne vais pas lire à la place ce que ça dit, ou on croit en quelque chose, ce qui veut dire qu'on le tient pour vrai. Ce qui veut dire que la première question que l'on se pose si on veut traiter le sujet que croire, qui croire, c'est la question de la vérité. Alors, je ne suis pas philosophe, je suis ingénieur mécanicien. Mais quand même, là, on est en train de parler, on ne va pas parler de la foi religieuse, je ne sais pas quoi. On est en train de parler de l'interface sciences, techniques et société sur des sujets typiquement de santé ou environnementale. En conséquence, on est dans un domaine de sciences dures. Donc, tu peux changer, Jacques. Alors, on va voir après là-dedans. Alors, que faut-il croire? Alors là, c'est simplement un patchwork de titres de presse qu'on peut trouver dans un sens ou dans l'autre. Hein, sur les OGM, alors là, c'est une des méga controverses depuis presque une vingtaine d'années. Et donc, ce sont des poisons où il n'y a aucun danger. Vous allez voir alors les vaccins qui ont beaucoup de succès, qui ont de nouveau eu beaucoup de succès dans l'année qui est passée,
mais qui ont des succès à chaque fois qu'il y a une question de vaccination. Hein. Il y a eu l'hépatite D, tous les vaccins y passent. En ce moment, c'est celui-ci. Évidemment, le sujet glyphosate, il y a eu le sujet lévothyrox. Bon, ça n'arrête pas. Donc, si vous regardez ce qui est dans les médias, a priori sur les titres, vous n'avez pas de moyen de savoir à qui faire confiance. Et donc, à qui faut-il faire confiance? C'est la suivante. Vous avez des tas d'intervenants là-dedans. La presse, on parlait du Progrès tout à l'heure, ça aurait été sympa de discuter avec eux. Hein. Donc il y a des informations, et on verra dans des exemples qu'il y a des informations totalement contradictoires, hein, d'un média à l'autre. Mais bon, les élus et les partis, Internet, bien sûr, son médecin, je veux dire, les réseaux sociaux qui sont maintenant quand même un gros moyen de diffusion de l'information, les ONG, l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, c'est une ONG aussi, hein. Mais c'est quand même beaucoup la source des médias là-dessus. Et puis il y a quand même les institutions scientifiques qu'il ne faut pas oublier. D'une part, les différentes académies, hein, Académie de médecine, Académie des sciences, Académie des technologies, Académie vétérinaire, etc. Académie d'agriculture, oui. Et puis les agences de sécurité sanitaire et environnementale, puisqu'on se pose des questions relatives principalement, puisqu'on parle des controverses publiques, hein, de santé et environnement, donc les agences de sécurité sanitaire et environnementale, françaises, européennes, mondiales, hein. Donc aussi bien l'EFSA, qui est l'agence de sécurité sanitaire européenne, que l'OMS, etc. Donc comment se repérer là-dedans? Donc la première question, je disais, ce qu'il faut se poser, c'est la question de la vérité. Donc le point de base, c'est déjà que le réel existe. Parce que sinon, si on ne part pas de ça, c'est même pas la peine de continuer. Donc le réel existe, et indépendamment de l'observateur. Et donc, la méthode scientifique est le moyen le mieux approprié pour essayer d'approcher ce réel avec le plus de fiabilité possible. Ça ne veut pas dire que ce que dit la science est toujours vrai et que ça ne change pas et qu'il ne faut pas le soumettre au doute. Mais, a priori, la méthode scientifique est le meilleur outil que l'on a à notre disposition pour pouvoir avoir une vue fiable du réel, hein, sur la base des faits. Et l'un des éléments qui fonde donc, cette approche de la vérité scientifique pour essayer de se dire qu'est-ce qui est vrai ou approximativement vrai, c'est la question des publications. Donc, il y a un certain nombre de revues, c'est la fameuse question de peer review, donc on publie dans des revues. Avant de publier dans ces revues, on fait relire par des pairs. C'est pas nouveau comme truc. Moi, quand j'ai commencé comme jeune ingénieur, dans mon travail de fin d'études que j'ai fait à la DRU, à la Direction de la Recherche du NIE, hein, de Creuse-Loire, à l'époque, avant que ça disparaisse, et après, je suis rentré comme ingénieur dans la sidérurgie. Mon premier ingénieur en chef, c'était un gars qui avait travaillé à l'IRSID, et son boulot, c'était ça. C'était de relire les travaux des chercheurs, parce qu'un chercheur, même en métallurgie, hein, là, c'est pas controversé. Hein. Bon, en tout cas, pas souvent. Et il a envie de conclure. Il a souvent des idées préconçues. Il peut prendre des raccourcis dans les traitements statistiques de ces données, simplement parce qu'il a tendance à dire « Mais non, c'est comme ça que ça se passe, et cette donnée-là, c'est une donnée qui est... J'ai fait une fausse manip, il y a quelque chose, donc je l'enlève. » Bon. Je me rappelle en statistique industrielle, donc on appliquait ce qu'on appelle une règle de vie, hein, pour savoir quelles données on traite ou pas. Et donc l'IRSID, toutes les recherches de ces chercheurs étaient relues par des statisticiens dont le boulot était de chercher l'erreur. Hein. L'erreur de bonne foi de quelqu'un qui veut conclure peut-être un peu trop vite, hein, parce qu'il a son idée préconçue. Donc ça, c'est pas nouveau, et ça, c'est systématisé dans les publications scientifiques. Donc, on fait relire par des pairs. Et donc, vous avez des classements, hein, de ces revues, hein, suivant leur niveau de sérieux. Vous avez à l'opposé de la chaîne ce qu'on appelle les revues prédatrices. Vous avez des revues qui ont des noms très ronflants, et moyennent en finance, les auteurs peuvent publier. Hein. On a eu des tas d'exemples.
Gilles-Éric Serralini est un adepte de ce genre de truc, c'est très bien, ça, je veux dire, ça fait mousser l'ego des gens. C'est un prof de biologie de Caen, le gars à partir duquel le Nouvel Obs a fait les dossiers en je ne sais plus combien d'années sur les rats, les rats qui avaient plein de tumeurs cancéreuses et des machins comme ça, là, et qui avaient fait titrer par le Nouvel Obs, les OGM sont des poisons. Ces revues, toutes ces publications ont été rétractées. Ceci dit, il y a toujours, on verra d'ailleurs, c'est l'une des questions, donc comment faire confiance, et il y a l'effet d'annonce. Et l'effet d'annonce, il y a eu des études dans des revues prédatrices qui ont été publiées là récemment dans le cadre de la Covid sur les questions des vaccins. Hein, il y a quelques médecins, je ne parle pas de Raoult là, hein, je parle de médecins, des gens qui se sont fait épingler comme ça. Donc il y a de tout. Et c'est pas parce que il y a le petit tableau qui est là à gauche qui montre que c'est pas parce qu'il y a une méthode qui permet des relectures par les pairs et de publier que c'est une garantie à 100% que ce qui est publié est bon. D'abord, quelque chose qu'on dit souvent, c'est une étude ne fait pas le printemps, hein, donc les études, il en sert tout le temps. Il en sert vraiment absolument tout le temps. Et il y a je crois qu'il y a une image que je mets dans une planche après qui dit que selon une étude américaine, il y a une étude américaine à peu près sur tout. Hein. Et il y a d'autres, il y a des tas de proverbes qui sont là-dessus, en se disant que le meilleur moyen de se faire croire qu'on a fait quelque chose, c'est de commencer par dire selon une étude. Et ça marche très très bien dans les médias. Hein. Bon, selon une étude. Donc, il y a des façons non intentionnelles donc, de faire du mauvais travail. C'est ce que j'expliquais avec ce que cherchait cet ingénieur en chef que j'avais quand j'ai démarré dans la sidérurgie. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter en soumettant justement les études et les publications à la lecture par des pairs. Ce qui a un deuxième avantage sur lequel je ne suis pas intervenu encore, qui est de se dire non seulement ça permet de vérifier si le travail a l'air correct, mais ça permet aussi, et c'est l'obligation qu'il y a dans ces publications, de donner à toutes les équipes qui travaillent à l'échelle mondiale sur les mêmes thématiques, les éléments leur permettant de refaire la même chose et de vérifier si eux aussi trouvent la même chose. Parce que l'autre, c'est pas simplement de faire une étude, c'est qu'elle est répliquée et qu'elle se retrouve à être confirmée par des tas d'équipes indépendantes pour avoir les mêmes résultats. Et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose qu'on peut appeler le consensus scientifique. Alors le consensus scientifique, c'est la vérité. C'est pas la vérité, c'est l'approche, la façon de traiter de la façon de plus proche ce qu'on pense être la vérité. Ça va peut-être changer. En général, dans ces cas-là, ça change. Ça change jamais de beaucoup. On change de moins en moins. Hein. Donc, ne pas confondre. Donc, j'avais pas vu que ça avait bougé. Donc, donc, ne pas confondre vérité et rationalité. Souvent, on lit souvent que quelqu'un qui ne croit pas en quelque chose, par exemple, on l'a dit je ne sais pas combien de fois sur les vaccins dans l'année qu'on vient de vivre, que c'est pas rationnel. Non, c'est des choses totalement différentes. C'est ce que montre cette planche. La raison, c'est un raisonnement rationnel. C'est quelqu'un qui est rationnel dans son raisonnement, c'est qu'il se base sur les informations qu'il a à sa disposition. C'est ça d'être rationnel, c'est de faire fonctionner sa tête en se disant j'ai tout ça, c'est la base de mon raisonnement, et j'en déduis et j'en fais des conclusions logiques. Donc, il peut être, c'est la petite image qui est à droite, avec un certain niveau d'information. Donc là, nos hommes et femmes préhistoriques, il est rationnel de penser que la Terre est plate. C'est absolument rationnel. Bon, il faut quand même un certain nombre d'informations supplémentaires et qu'on a cumulées au fil des siècles pour pouvoir se dire que non, ben aujourd'hui, ce n'est plus rationnel de le penser. Mais à l'époque, ça l'était. Et donc, là, cette charité dont on fait preuve vis-à-vis de nos collègues préhistoriques à propos de la Terre est plate, il faut qu'on se l'applique à nous-mêmes pour des tas de sujets où on peut croire sur un certain nombre de choses. Et on le verra, il y a des tas de sujets
que j'ai vu, moi, à l'Institut des hautes études de technologie, où il y a des choses où, sur des raisons politiques, on ne peut même plus revenir. Je veux dire, je me rappelle des travaux avec le ministère de la Santé et le service de l'eau. Je veux dire, il y a la question du nitrate dans la flotte. Il y a une telle... Je veux dire, il y a une telle pénétration de l'idée que le nitrate, qui a des effets négatifs sur les algues vertes et sur un certain nombre de choses quand il y en a beaucoup en congrès. Mais sur le plan sanitaire, on n'en a strictement rien à secouer. Mais ce n'est absolument... On le sait maintenant, mais c'est un message qu'aucun politique et qu'aucun service de santé ne fera passer parce qu'il est totalement inaudible. Et il y a des tas de sujets comme ça où... il vaut mieux encore, de toute façon, ça ne fait pas de mal qu'il n'y ait pas de nitrate dans la flotte. Ça ne fait pas de bien, mais ça ne fait pas de mal. Donc autant continuer comme ça évite de déstabiliser les gens. Hein. Et là, je mets 3 questions. J'ai aucune réponse là-dessus, parce qu'il n'y a aucune réponse évidente. Hein. Est-il important que le public adhère à un discours, que l'adhésion du public à un discours scientifique soit rationnelle ou pas? La réponse en soi n'est pas évidente du tout. C'est une question ouverte. Tout ça, c'est bien pour montrer qu'il ne faut pas, a priori, dire que quelqu'un qui n'adhère pas au consensus scientifique est quelqu'un qui a une démarche irrationnelle. Il faut regarder quelles sont les affirmations qu'il a et regarder avec indulgence, par exemple, dans le cadre de la Covid, dont on n'est pas encore totalement sorti. On ne sait même pas si on en sortira. Mais bon, on n'en est pas complètement sorti, ça c'est un fait. Bon. Et il y a un certain nombre de gens qui sont dans des univers où les informations qui sont à leur disposition ne leur permettent pas de conclure, comme la plupart des personnes qui ont les moyens ou qui font confiance au consensus scientifique sur le sujet, de suivre. Alors, mécanisme de la crédulité. Alors, quand je dis crédulité, il n'y a pas de sens péjoratif là-dedans. Croire, on n'a pas le choix. On croit des tas de trucs. Ce que l'on sait réellement, que l'on sait soi-même, si on se regarde, c'est peanuts. Je veux dire, le domaine, les ingénieurs, les scientifiques, etc., leur domaine de compétences, leur domaine de savoir, il est ridiculement faible à titre individuel. Et donc, en fait, on est amené à croire, à faire confiance à ce qu'on nous dit dans un certain nombre d'institutions, et on leur fait confiance parce qu'on fait confiance dans un certain nombre de processus qui nous font penser qu'en faisant confiance à ces gens-là, on n'a pas forcément raison. On a moins de chances de se tromper qu'en faisant confiance aux autres. Voilà. Il faut être vachement modeste. Hein. Bon. Donc, les mécanismes de la crédulité, donc il faut prendre ça vraiment au sens, le mot qui est l'action de croire, hein, l'action d'avoir des croyances, c'est la crédulité. Qu'est-ce qui fait qu'on croit à quelque chose? Donc, on a vu qu'on peut faire confiance, par exemple, c'était un peu ce qui était sous-tendu dans les planches précédentes, à la méthode scientifique, parce qu'on a confiance dans les méthodes de travail d'une part, de publication de ces travaux, de fait que ces travaux sont répliqués. Donc ça, c'est des façons rationnelles de se dire, bon, je vais faire confiance au consensus. Mais par contre, on a des tas de mécanismes qui sont innés. Hein. Donc le inné, c'est-à-dire qui ont été, pour l'essentiel, sélectionnés par la sélection naturelle. Hein. Le principe de contagion, c'est quelque chose qui se dit souvent comme ça, en se disant que ceux qui avaient tendance à être téméraires ont eu tendance à disparaître un peu plus souvent que les autres. En conséquence, progressivement et au fil des millions d'années, il y a un certain nombre de comportements plus, disons, plus timorés pour s'opposer à téméraires, qui ont tendance à survivre. Donc, le système d'inférence-contagion est vraiment quelque chose vraiment très important et qui réagit qu'on va retrouver, on verra après, mais on ne montre pas tout de suite la diapo s'il te plaît, dans des tas de controverses, hein, que ce soit à propos des OGM, des pesticides, du nucléaire, etc., où dès lors que s'allume quelque part dans notre cerveau
de primates, hein, que Hartung, il y a un danger potentiel. La partie rationnelle qui consiste à dire que le risque, c'est le danger par l'exposition, hein, ce qu'on illustre par le danger du lion, et que effectivement le risque n'est pas du tout le même quand vous vous retrouvez tout seul face au lion dans la savane, ou si vous vous retrouvez aux zoo à Saint-Martin-la-Plaine et que vous le regardez derrière les vitres ou derrière les grilles, le risque n'est pas le même. Si vous pensez que c'est le même, il ne faut plus aller à Saint-Martin-la-Plaine, ce qui est con parce que c'est quand même pas mal. Bon. Mais par contre, notre réflexe spontané, quand on te fait parler de quelque chose, quand on te met on te secoue l'étendard qu'il y a un danger, la notion d'exposition, la notion donc de rapport dose-effet disparaît spontanément totalement. Il faut se faire violence à son cerveau pour commencer à dire bon, quel est le risque? Un exemple typique, là tu peux y aller. Il y en a plein, hein. J'en ai pris qu'un parce qu'il m'avait donné que 10 minutes et pourtant je les ai déjà bouffés, je suis sûr. Oui. Le glyphosate dans les aliments. Vous avez une ONG qui s'appelle Génération Future. C'est pas franchement une ONG d'ailleurs, mais bon, on va être gentil avec eux ce soir, on va dire que c'est une ONG. Et qui a l'habitude de communiquer sur on trouve du glyphosate ou d'autres pesticides. En ce moment, c'est le glyphosate parce que c'est eux qui sont en première ligne sur la ligne de front dans les aliments. Et il y a eu, là, c'est un exemple qui est typique. C'est le 15 septembre 2017. Ils ont analysé des céréales, des pâtes, des lentilles. Bon. Et ils ont détecté du glyphosate partout où il y a eu des traitements dans l'agriculture. Maintenant, les limites de détection se reculent en permanence. Donc, avec les examens qu'il y a, on trouve, s'il y a un pouillème quelque part, on trouve. Et donc, ils avaient communiqué en se disant qu'ils trouvaient jusqu'à 2000 mg par kilo de glyphosate sur des pâtes alimentaires en particulier. Et alors, si vous lisez ça dans la presse, tout le monde, comme de toute façon personne n'a une idée de ce que ça veut dire 2000 microgrammes par kilo, vous avez une lampe rouge qui s'allume en disant c'est dangereux. Et en fait, vous avez le vrai du faux. Alors, la presse derrière l'AFP s'est lancée donc le 17 et le 18 dans tous les titres de presse. Vous allez sur le site de Génération Future, ils ont toute leur pressbook, hein, donc vous voyez toute la presse qui a fait ça. Hein. Et donc le vrai du faux, donc c'est comme il y a pas mal de trucs maintenant qui se font dans la presse, hein, avait déterminé qu'il faudrait manger 160 paquets de céréales ou une tonne de panne par jour pendant toute sa vie pour atteindre la dose minimale, la dose journalière autorisée. Donc, et il concluait, rassurez-vous, 2000 mg par kilo, ça fait peur, mais personne ne mourra ce matin. Bon, hein, microgrammes, pas microgrammes par kilo, pardon. 2000 mg, ça fait 2 grammes, oui. Alors que 2000 microgrammes, ça fait 2 mg. Donc, on y va. Ça, c'était le principe de contagion. Hein. Un autre, le biais de contagion, un autre qui marche très très bien, et là, on l'a vu en plein le truc, c'est qui est la détection d'agents. Spontanément, notre cerveau, quand il voit quelque chose, il a tendance à trouver derrière un agent intentionnel. Tu entends du bruit, tu te dis, en fait c'est un réflexe visuel, tu te dis, qui est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bon, et ce biais-là, c'est ce qui est la clé en fait des discours un peu conspirationnistes. On n'admet pas facilement que quelque chose arrive, parce que ça arrive. Hein, et qu'il n'y a pas forcément quelqu'un derrière avec une intention qui fait que ça se passe. Et là, on peut aussi trouver, il y a quelque chose qui est vachement intéressant, tu peux y aller sur la suivante pour accélérer. C'est une analyse. Vous avez un site que vous pouvez aller regarder sur Internet, Chèvre Pensante. Alors pourquoi il s'appelle comme ça? J'en ai aucune idée. Hein.
Je vois pas le rapport avec les chèvres a priori, mais bon, chèvres pensantes, ils analysent, c'est des gens qui sont spécialisés dans l'analyse des médias sur des différents sujets. Ils ont fait un très beau boulot il y a quelques années sur la vaccination, avant l'histoire de la Covid, donc c'est pas du tout, c'est pas ces vaccins-là, c'est les autres, qui comparent entre guillemets, les communautés de ceux qui sont pro-vaccins et de ceux qui sont anti-vaccins pour essayer de comprendre d'un point de vue sociologique comment ils sont. Ils avaient des tas d'études d'après les médias, hein, en particulier les médias modernes, entre guillemets, Facebook, etc. Hein, donc ils analysent tous les flux d'informations et ils essayent de faire des trucs là-dedans. Là, ils ont analysé le traitement par la presse de la question du glyphosate. En particulier de la question de savoir, hein, tout le monde le sait a priori, que donc, dans le monde, il y a 14 agences internationales, y compris françaises, qui ont traité cette question donc, du glyphosate encore régulièrement. D'un point de vue toxicité humaine, pour les plantes, c'est pas bon. Hein. C'est pour ça qu'il existe, qu'il a été utilisé comme herbicide. Mais pour les animaux, le glyphosate ne cause pas de problème. Et je me rappelle, moi, d'ailleurs, quand on traitait ça il y a presque 20 ans, ouais, il y a 17-18 ans, alors avant que les polémiques se développent, les agronomes étaient vachement contents. C'est l'herbicide le moins toxique. C'est moins toxique que le sel de cuisine. C'est quasiment la même chose. Mais il se trouve que c'est un peu moins. Là, c'est marrant d'ailleurs, parce qu'on s'embête là, je vois, chez moi, avec les mauvaises herbes, puisqu'on n'a plus rien. Donc, je vois partout autour, les gens mettent du sel, hein, le sel 29 centimes le kilo chez Lidl. Donc, il n'y a pas de raison de se priver, hein, qui mettent là-dedans. Mais en fait, il y a des effets toxiques pour les gens. Hein, c'est-à-dire la façon dont on mesure la toxicité, c'est le DL50. Là, c'est aussi là, c'est des milligrammes par kilo. Combien il faut en donner à bouffer à des animaux, hein, puisqu'on n'a pas encore à tuer des gens comme ça, mais pour dire qu'une population de 50% d'une population de rats meurt de ce qu'on leur donne à manger, combien de milligrammes ça fait? Et donc et le glyphosate, en fait, je vous dis. Si vous donnez du glyphosate à manger et du sel de cuisine à manger, vos rats vont mourir plus vite avec le sel. Et les plantes, vous êtes en train de tuer... Mais bon, on n'a plus le choix. Donc là, le sel est autorisé, le glyphosate est interdit. Donc sur les 14 agences de sécurité sanitaire, il y en a 13 qui l'innocentent, et il y en a une qui dit que c'est un cancérigène probable. Ce que je disais tout à l'heure sur la contagion. Je veux dire, il suffit qu'il y en ait qu'un qui dit, a priori, c'est celui-là qui passe. Et si on analyse donc, la presse, les articles, donc plus de la moitié des articles, en fait, relatifs hostiles au glyphosate sont sur des questions sanitaires, donc donnent crédit au message cancérogène. Le deuxième thème des articles, c'est 25% sur les thèses plus ou moins complotistes, c'est-à-dire en gros, oui, toutes les agences qui disent que c'est pas grave, c'est qu'elles sont, c'est du coup des lobbies, elles sont vendues aux lobbies industriels, hein, et puis des tas de choses comme ça. Mais par contre, si on regarde bien, tu reviens s'il te plaît en arrière, les sujets écologiques, techniques, ou alors je ne sais pas ce qu'ils appellent démocratiques. Bon. Mais ce qui est caractéristique, c'est que les questions écologiques, c'est-à-dire environnementales, qui sont en général les premières sur cette question de savoir si c'est bon ou pas de mettre des herbicides dans l'agriculture, ne représentent qu'en fait que 10% des trucs. On avance, me dit Jean. Bon, alors on va avancer. Bon. Il y a les biais cognitifs. Hein. Donc, effet de halo. Bon, effet d'ancrage, biais de confirmation. Je vais parler que du biais de confirmation, c'est le plus usuel, qui est clair. Tout le monde, je pense que beaucoup de gens le connaissent. Biais de confirmation, c'est quoi? C'est, a priori, on accorde de l'importance aux informations que l'on reçoit qui vont dans le sens de ce qu'on pensait déjà. Et par contre, à l'opposé,
toutes les informations contraires à ce qu'on pensait déjà, on a tendance, naturellement, hein, il n'y a pas une question d'intention, là, on fonctionne comme, c'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et on a tendance à lui donner moins d'importance. Donc en fait, et ça marche tout le temps, et on est tous comme ça. Et on sélectionnera les médias qu'on lit en fonction de ça. De toute façon, on va lire prioritairement ceux avec lesquels on est d'accord, et on ne lira pas les autres. Hein. Et voilà. Là, j'ai mis ce bouquin de Darwin, est vraiment, qui a été publié là, je crois que c'est au Seuil, mais il a été republié en livre de poche, je crois. Et c'est vraiment quelque chose de vachement intéressant à lire. Hein. Et c'est là où on voit que c'est dans des petites phrases comme ça qu'on prend, qu'on voit qu'on a des gens exceptionnels, quoi. Hein. Donc il avait bien conscience, lui, même s'il ne l'appelait pas encore biais de contagion, biais de confirmation, parce que c'est plus récent dans les neurosciences, mais il avait bien conscience de cette tendance. On avance. Bon, c'est simplement pour dire que les biais de confirmation, non seulement tous ces biais cognitifs, maintenant, avec le développement des sciences comportementales, ils sont bien connus. Et ils sont, donc, à titre individuel, il faut qu'on s'en méfie. Bon, il faut qu'on en ait conscience pour essayer de raisonner, pour essayer de les corriger quand on essaie de raisonner sur quelque chose. Mais par contre, il y a des tas de gens, que ce soit sur le plan de la publicité, bien sûr, hein, mais aussi sur le plan de la propagande et même sur le plan du management, en entreprise, comme sur le plan politique, qui les utilisent. La Nudge Unit de BVA, hein, elle a été créée justement pour utiliser les outils des sciences comportementales pour faire du management dans les entreprises, pour les entreprises qui achètent leurs services, mais aussi pour en France, le premier à mettre en place une unité de nudge, hein, pour gérer les messages et de faire appel au BVA pour gérer les messages politiques et faire en sorte que les gens prennent les bonnes décisions. Bon, c'est le gouvernement qui est en place. Alors tout le problème, et on le va voir derrière, c'est la question de bonnes décisions. On passe à la diapo suivante, parce qu'on a vu qu'il ne fallait pas confondre vérité et rationalité. Il ne faut pas confondre non plus vérité et valeur. Au sens où c'est pas parce qu'on dit, et on le dit, qu'il y a un réchauffement climatique, parce que ça, il y a un consensus scientifique là-dessus, que ce sont les activités humaines qui sont aujourd'hui le moteur déterminant de ces réchauffements climatiques. Ça aussi, c'est la science qui le dit. Mais c'est pas pour autant, c'est pas la science qui va dire qu'il faut combattre le réchauffement climatique. C'est un raisonnement autre qu'il fait. La science, elle ne dit pas qu'il faut combattre. Elle dit qu'il y a un réchauffement climatique. Elle peut aussi dire que si on lui demande si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer, ils vont faire des prévisions à l'aide des outils qu'ils ont pour dire voilà ce qui va se passer. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer, ils vont le dire. Mais par contre, pour déterminer si c'est bon ou c'est pas bon, si c'est grave ou pas grave, s'il faut plutôt combattre ou plutôt s'adapter, ou s'il faut de toute façon de rien faire du tout parce qu'il y a des priorités plus importantes dans le monde qui sont la faim, qui sont je ne sais pas quoi, etc. Voilà, ça c'est pas la science qui va le dire. La science, elle va vous renseigner sur l'état des lieux, elle va vous elle va vous renseigner autant qu'elle peut sur les conséquences des actions que vous envisagez si vous lui demandez son avis, mais elle ne vous dira jamais ce qui est bon ou pas. Donc quand on voyait tout à l'heure sur le livre, quand vous disiez le nudge d'instrumentalisation du biais de confirmation, des sciences comportementales pour vous aider à prendre la bonne décision, la science ne vous dira jamais quelle est la bonne décision. La bonne décision, c'est une notion morale ou politique. Ce n'est pas une notion scientifique. Donc, chacun reste chez soi. Et donc, je vais conclure là-dessus, et on va, parce que sinon c'est trop long, hein, et en disant que, voilà, toute la question et c'est l'une des choses auxquelles on s'attache, nous, à la FIS, c'est ça, c'est de se dire sur un sujet donné, qu'est-ce que dit la science ? Et on n'est pas aimé par un certain nombre de gens à cause de ça, soit parce qu'on leur dit que vous dites que ça c'est dangereux, ou à l'inverse que ça l'est pas, et on vous dit non, on est désolé, mais le consensus scientifique dit le contraire. Ou à l'inverse, vous avez des gens qui
qui s'appuient sur le consensus scientifique et qui essayent de lui faire dire, parce que, par exemple, il y a le réchauffement climatique, il faut faire ceci. On leur dit non, nous on vous dit qu'il y a le réchauffement climatique, et après, vous avez un débat politique 100% légitime à mener qui vous permet de déterminer quelles sont les solutions que vous voulez mettre, les réponses que vous voulez apporter à cette question-là. J'arrête ici. Hein. Il y en avait d'autres, mais bon, il faut savoir arrêter une causerie. Il est plus dur de faire court que de parler plus. Hein. C'est pas facile, non, mais je comprends. Mais tu avais la parole et comme tu es tout seul, on te l'a laissé. Maintenant, la parole est dans la salle hein, et le but, c'est d'échanger, de discuter sur ce sujet qui, je trouve, tu as été très gentil, tu as été très, très consensuel. J'espère que dans la salle, il va y avoir des questions un peu plus péchues que pour faire relever un peu le débat. Qui veut commencer? David? Allez, merci d'être venu et on te redonne la parole comme d'habitude. Merci, bonsoir. Oui, quelque chose de très simple. On parlait donc de science et de croyance. Les gens croient, effectivement. On a affaire d'un côté des experts, et puis de l'autre côté des personnes qui ne sont absolument pas experts. Je trouve qu'il y a un problème, surtout, c'est quand les personnes vont chercher des experts qui sont en contradiction entre eux. Et on a bien vu là avec Covid, mais on peut parler pratiquement dans n'importe quel domaine. On trouvera toujours un scientifique qui va dire « Oui, mais moi j'ai un autre modèle, mais je suis reconnu par personne. Mais la science, c'est justement de s'interroger et faire des erreurs. Ça fait partie de la science et que soudainement, au bout de quelques années ou quelques décennies, on va se retrouver en disant « Bah oui, en fait, il n'y a peut-être pas si tort que ça. » Et le problème, c'est que ces gens-là, la majorité, le grand public n'étant pas experts, se trouve en fait en déséquilibre en disant est-ce que c'est la majorité qui a toujours raison ou peut-être qu'il y a un expert qui lui n'est pas tout à fait d'accord. On a vu ça pour la Covid, mais ça peut être plein pour citer plein d'autres domaines, et c'est ça le souci. C'est en fait surtout c'est que quand il y a un problème de confrontation entre des gens qui sont considérés experts, et là du coup il y a une croyance et là ça part dans tous les sens. C'est ça le problème. Il y a peut-être d'autres réactions. Comment tu fonctionnes? Tu peux répondre. Si quelqu'un d'autre veut la parole, je la passe. C'est à la liberté. Dans les scientifiques, alors là je remonte très loin, très très loin. Quand Galilée a dit que la Terre tournait et que les autres, et les scientifiques de l'époque disaient qu'elle ne tournait pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, déjà, Galilée, a priori, c'était les théologiens qui disaient qu'elle ne tournait pas, c'était pas les scientifiques. C'était des théologiens. Bon. Mais par contre... Oui, je sais bien. Et puis, et aujourd'hui, Jacques? Excuse-moi Michel, juste un petit complément. Alors, il y avait effectivement la controverse avec l'Église catholique, c'est vrai. Mais en fait, il faut savoir aussi, on ne le dit pas assez, qu'il y avait aussi de vrais arguments scientifiques qui tendaient à prouver qui tendaient à faire croire que Galilée avait tort. Parce que dans ce qu'il disait, on prévoyait un certain nombre d'observations, comme par exemple sur les étoiles, un mouvement qu'on aurait dû observer pour les étoiles, qu'on n'observait pas à l'époque. Pourquoi? Parce que les étoiles sont extrêmement lointaines et qu'on n'avait pas les instruments pour observer ce mouvement. Donc il y avait aussi une argumentation scientifique. Mais il y avait évidemment beaucoup cette argumentation, on va dire, religieuse. Oui, pour reprendre, je corrobore complètement ce qui vient d'être dit. De toute façon, ce qu'il faut bien voir, c'est comme vous l'avez dit. Attendez, il y a un problème. La vérité n'existe pas, il peut y avoir qu'un consensus scientifique à un moment donné qui est révocable avec le temps, les expériences. Ceci étant dit, pour revenir au problème de l'astronomie, qu'on prend le système de Ptolémée, avec les théories des épicycles, et qu'on prend le système de Copernic, qui était fait avec des cercles, ils étaient tous les deux équivalents au niveau des prédictions à partir du moment où on considérait la trajectoire des planètes comme des cercles. Donc là, il peut y avoir un problème. Mais de toute façon, nos positions, vous comme moi, sont basées sur l'irrationnel. Et on va pêcher où il faut, ce qui nous conforte. Tu as vu, Michel, qu'on est quand même l'astronef, hein, qu'on revient sur l'astrophysique. Oui, mais c'est pour ça que là, je vous laisse Mais parler. la question demeure quand même. Hein. Oui, non, mais...
la question... Bon, je vais reprendre ce que tu as dit. Je n'ai pas dit que la vérité n'existait pas. Il y a une vérité. C'est clair. Je veux dire, il y a une vérité. La question, c'est que c'est notre approche de cette vérité qui est problématique. Mais les faits sont les faits. Je veux dire, et ils ne dépendent pas de nous. Non, mais le problème, c'est que la vérité, on ne la connaît pas forcément, ou on la connaît de façon imparfaite. Mais je veux dire que il y a des lois de la physique, elles sont ce qu'elles sont. On les connaît pas forcément bien, on les connaît pas forcément toutes. Mais c'est ça qu'on cherche. La recherche scientifique, c'est une démarche de recherche et d'approche progressive de cette vérité. Hein. Mais pour revenir sur ce qu'il disait, David, c'est ça. Et oui. Et c'est pour ça que moi j'accorde de l'importance. J'accorde de l'importance aux institutions scientifiques. Alors c'est un argument d'autorité, c'est très mal les arguments d'autorité, mais en fait on n'a pas le choix parce que ce que tu dis, moi que ce soit sur la Covid, sur les, j'ai des domaines des domaines de compétences qui sont objectivement vachement réduits. Et celui d'entre vous qui me dit qu'il a des domaines, dans son domaine, des compétences beaucoup plus larges que les miennes, je l'attends. Hein. Il y a sûrement des génies qui existent. Il y en a peut-être dans la salle, mais en général, c'est quand même assez rare. Bon, donc on connaît des trucs très précis. Et moi, si vous m'interrogez sur la fonderie, je peux vous parler de la fonderie, parce que j'ai 40 ans d'expérience de fonderie. Et pourtant, je suis très 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 loin de connaître tout en fonderie. Bon. Et je suis meilleur pour gérer une fonderie, finalement, que pour faire... c'est du boulot encore très artisanal. Bon. Donc, la question que je me pose, c'est... A priori, il y avait un petit dessin que j'avais Gorse sur des sujets, parce que là, on parle de sujets quand même de faits. Hein, on parle de faits. J'ai tendance, un a priori, je ne considère pas que la science est une construction sociale. Je pense que c'est effectivement quelque chose où on approche la vérité, où on se donne les moyens d'approcher la vérité objective. Et que quand il y a un consensus, c'est-à-dire que quand vous avez à l'échelle mondiale les institutions qui sont constituées par des gens qui sont tous choisis par leur père, c'est-à-dire par des gens qui disent « Ah, un tel, il est compétent », et qui finissent par dire, voilà, aujourd'hui, on pense que c'est cette thèse-là qui est la plus proche de la vérité. Comme je suis incapable de départager avec les autres, je dis, je choisis celle-ci parce que c'est avec ça que j'ai le moins de chances de me tromper. Je ne vais pas dire, ils ont raison. Je dis, bon. Et après, il y a quand même des choses où on voit, il y a des boucles de rétroaction. Là, on a avec la Covid qu'on a vu sur les questions sur la vaccination, par exemple. Comme c'est de la science qui avance au départ, on peut se dire il y a des tas de choses, il y a des tas de points d'interrogation, mais après quand même on peut regarder dans le rétroviseur, il s'est passé des choses. On voit qu'il y a quand même des gens qui sont protégés, d'autres qui le sont moins. On voit qu'on meurt plus de certaines façons que de telle autre. Je veux dire, avec le temps, on voit des choses. On parle de la Covid, mais si on parle par exemple des OGM qui sont quand même on en parle moins maintenant. Mais je veux dire que depuis que les premiers ont été découverts et développés en Europe, en Hollande, c'est pas aux États-Unis. Bon, et il n'y a pas, depuis ce temps-là, donc ça devait être, il n'y a pas eu ne serait-ce qu'un mal de tête qui a pu être imputé à la consommation d'OGM autorisés et cultivés dans le monde. Il n'y a non seulement pas un mort qui peut être déterminé. Et donc, avec le temps, on se dit, bon, on n'y connaît peut-être rien en matière de biotechnologie, mais quand même, avec le rétroviseur, on voit qu'il y a peut-être des craintes qu'on a eues dans le passé, qui étaient sûrement légitimes parce qu'on ne connaissait pas, qu'il faut peut-être laisser passer maintenant, quoi. Autre question? Bah alors, regarde ton micro. Oui, je crois que c'est vraiment tout ce qui est vérité, enfin vérité, crédulité et autres, il faut vraiment le replacer dans son contexte, dans son époque, dans les moyens qu'on a à disposition, effectivement.
je connais un petit peu la médecine. Par exemple, on a longtemps dit qu'une maladie comme la maladie de Crohn était d'origine psychologique et on n'en sait toujours pas plus. Et on sait maintenant que ce n'est pas d'origine psychologique. On a longtemps dit que les ulcères du duodénum ou de l'estomac étaient d'origine psychologique. On sait maintenant que c'est lié à une bactérie. Et tout ça parce que la science a progressé, parce qu'on a fait des études. Pour s'éloigner un peu du scientifique, au moment où les campagnes se sont désertifiées, où tous les agriculteurs sont montés à la ville, où il n'y avait plus personne dans les campagnes, il y a eu des gens pour dire que la France allait mourir de faim parce qu'on n'aurait plus d'agriculture. Et on est en train de mourir de la surbouffe. On bouffe tous trop. C'est l'obésité partout. Ici. Donc, oui, non, mais ici, pas en Afrique. Mais bon, en France, les campagnes, il n'y a plus d'agriculteurs, il y en a de moins en moins. Et on continue à bouffer. Donc la situation n'est plus la même, le contexte n'est plus le même. Et puis tout change en fait. Je crois que ce qui est important, c'est que tout change en permanence et que les systèmes, ils se réadaptent aussi. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose dans le système qui bouge, il y a autre chose qui bouge. Et ça, c'était pas prévu. Et ça, on le sait à rétro. Donc on parlait de rétroviseur. C'est vrai que là, la Covid, on est en train de découvrir. On apprend au fur et à mesure. Et même les médecins n'y connaissent rien. Et on va découvrir des choses. Alors peut-être que les gens qui refusent de se faire vacciner maintenant, finalement, on les monte du doigt. Mais qui sait, peut-être que dans 10 ans, on dira ils ont eu raison. Hein, ceux qui ont pris du Mediator pour maigrir, maintenant, ils s'en mordent les doigts. Hein. Donc effectivement, c'est pas simple. Oui, je vais donner un exemple de mon univers professionnel, qui est, vous m'y faites penser avec le Mediator, c'est l'histoire de l'amiante. Dans mon univers professionnel, on était vachement contents. On avait des gars qui étaient brûlés. On travaille qu'avec du métal en fusion, hein, donc c'est même plus chaud que l'huile bouillante. Hein. Bon, mais oui, on a amélioré la sécurité de façon fantastique. Et donc, l'effet primaire, on va dire, de l'amiante a été vrai. Et donc, on en a mis partout, hein, dans les fonderies, parce que ça protégeait les gens. Jusqu'à ce qu'effectivement, quelques décennies après, on a découvert l'effet secondaire. Dans le même genre donc là, c'est un produit. Toujours dans mon domaine professionnel, et je suis aussi auditeur de l'Institut national du travail, et donc j'ai beaucoup travaillé sur les questions et sur la négociation collective. On a beaucoup travaillé sur l'amélioration des conditions de travail des gens. Bon, pour beaucoup, la fonderie, c'est Zola. Hein. Et en fait, on a travaillé on avait des gestes de travail qui étaient pénibles, qui sont durs pour le dos, pour la force, etc. Donc on va développer des systèmes pour diminuer les efforts. Mais une journée de travail, je caricature, elle fait toujours 8 heures. Donc tu avais 8 heures et puis tu avais des moments pénibles. Mais là, après, on t'a enlevé les charges, tu as fait des trucs. Et donc tu as toujours 8 heures de boulot, ce qui fait que ce qui reste est de plus en plus répétitif. Et on a développé, d'autres pathologies et des troubles, je ne sais plus comment on appelle ça, là, voilà, et qui sont en fait les effets secondaires de décennies d'amélioration des conditions de travail en éliminant progressivement ce qui était le plus dangereux à l'époque. Et ça s'est concentré sur quelque chose. Et après, quand je me rappelle, je suis parti avec le ministère de l'Industrie, on comparait avec les fonderies qui étaient en Europe de l'Est, qui, elles, ont été complètement à côté donc, de l'avancement des sciences et de la technologie pendant quelques décennies. C'est, pour la plupart d'entre elles, c'est un fait. Et en comparant la façon dont travaillaient donc, les ouvriers pour faire la même chose d'un truc à l'autre, c'était très différent. Alors effectivement, leur productivité était lamentable. Mais bon, leur prix restait compétitif parce qu'ils étaient payés au lance-pierre. Donc, si tu ne travailles pas beaucoup, mais qu'on ne te paye pas, forcément, tu arrives à être compétitif quand même. Hein. Mais par contre, sur le plan des conditions de travail, on voyait bien, effectivement, la cause de nos problèmes d'aujourd'hui. Nos problèmes d'aujourd'hui sont en fait, c'est à force d'essayer de régler des problèmes d'hier, on a créé des nouveaux problèmes et puis on court après. C'est ce que vous dites. Après, les décisions, on est obligé de les prendre dans le moment, avec ce qu'on a à notre disposition. On va s'en arrêter. Et si, plus tard, il faut regarder ce qu'on a à notre disposition sur le moment et puis prendre la décision. Puis après, si on s'est trompé, l'avenir le dira et puis on changera.
Mais globalement, on peut se dire qu'on vit quand même de plus en plus longtemps, qu'il y a un certain nombre de choses, il y a un certain nombre d'indicateurs qui font qu'en moyenne, on n'a pas dû prendre, nos prédécesseurs n'ont pas pris des si mauvaises décisions que ça, quoi. Excusez-moi. C'est pas vraiment une question, c'est plus une remarque par rapport à ce qui a été dit sur la vérité. Alors c'est peut-être moi qui ai mal compris ce que chacun essayait de dire, mais j'ai l'impression que c'est plus une critique des consensus scientifiques en général, en disant qu'un consensus scientifique peut être faux, ce qui explique qu'il n'y a pas de vérité parce qu'on peut se tromper. Mais selon moi, pour reprendre une analogie de Albert Einstein, en fait, la vérité, c'est plus comme une montre qu'on ne peut pas démonter. Il y a des gens qui vont essayer de comprendre comment elle va fonctionner. Ils vont pouvoir avoir raison sur certains points, faux sur d'autres, mais ce qu'ils pensent, ce ne sera pas non plus la vérité. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais ce que je veux dire, c'est que la vérité, ça existe en soi. Il y a un univers avec... Il y a un univers avec un nombre fini d'atomes, etc. Mais ce qui change, c'est notre perception qu'on en a à travers la science. Donc, ce que nous, on voit, c'est une perception, c'est une interprétation de la réalité qui est peut-être pas la bonne, mais on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant. Sujet passionnant et purement philosophique, mais tu veux répondre, Michel? Ouais, je disais que c'était le point de départ que j'avais dit. Le réel existe. C'est ce que j'essayais de dire, le principe de réalité. Le réel existe indépendamment de l'observateur. Après, moi, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que on s'était repris. Je considère que la vérité, il y a une vérité objective. La difficulté que l'on a, et l'objet de la science, c'est de l'approcher. Et on l'approche progressivement. Je suis une petite remarque dans le sens de ce qui a été dit. Moi, j'ai un petit problème avec la vérité. Moi, la seule vérité que je connais, dont je suis certain, c'est qu'on va tous mourir. Le reste est très relatif. Si on prend un exemple en science, il y a eu la physique d'Aristote, qui a perduré du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVe siècle, et qui était cassée au moment du siècle, qui était cassée au XVe siècle. Après, il y a eu la mécanique newtonienne. Maintenant, il y a la mécanique relativiste d'Einstein. Ce sont des approches différentes. La vérité, c'est un consensus à un moment donné sur ce que l'on connaît. Et ce que disait Madame tout à l'heure en médecine, il y avait une vérité sur certains médicaments, sur certaines procédures, puis après on s'est aperçu qu'il y a une autre vérité. Donc pour moi, la vérité, c'est un consensus objectif à un moment donné, mais qui va changer, parce qu'il y aura des expériences qui vont venir en contradiction. Actuellement, depuis la grande révolution de la physique dans les années 1925, où sont construits la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale, avec beaucoup de problèmes qui se posent, et on ne sait pas les réunir. Ça n'est pas une vérité définitive. Pour ça, le mot vérité me gêne, parce qu'il y a quelque chose de définitif. Oui, mais je pense qu'on est d'accord en réalité. C'est simple, nos sources de désaccord sont d'un point. Oui, c'est de la sémantique, c'est tout. C'est qu'on ne met pas le même mot sous nos vérités. Attendez, bon, je vais redonner le micro, mais je ne veux pas qu'on parte trop loin parce qu'on va faire aussi notre interlude qu'on fait toujours. Je ne vais pas couper ce débat-là. Je vais vous repasser le micro. Personnellement, moi aussi, j'aurais envie d'intervenir sur ce sujet parce que pour moi, la vérité n'existe pas au-delà des dogmes. Elle n'existe uniquement que dans les dogmes. Mais c'est un point de vue et voilà, je vous laisse la parole. Oui, on n'est même pas sûr qu'on va mourir, parce qu'on va mourir très... Non, mais c'est pas contre vous, hein. Mais on va probablement mourir, statistiquement parlant, on va mourir sous la forme qu'on a actuellement. Mais avant d'avoir cette forme, on existait déjà sous une autre forme. Et quand on va mourir, on va continuer d'exister sous forme de poussière qui va participer à la vie qui va continuer, etc. Et donc on existera encore. Donc on n'est même pas sûr qu'on va mourir. Oui, sous notre forme, mais pas... Voilà.
Donc, première chose, je voulais dire autre chose, mais voilà, ça m'est sorti de la tête. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'astronomie, je ne sais pas, ça doit peut-être lié à l'astronef. Justement, il y a quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de choses mélangées. Il y a des choses qui étaient forcément peut-être un petit peu plus compliquées, parce qu'il faut être expert. Il y en a d'autres, c'était plutôt une question de culture. Le problème, je pense que l'ennemi de tout ça, c'est quand même le niveau culturel des gens. Parce que là, tout à l'heure, on parlait du ciel bleu. Ah oui, ça étonne, mais en fait, on va dans la rue et on demande à n'importe qui pourquoi le ciel est bleu. Ça m'étonnerait que les gens vont répondre c'est normal, c'est la diffusion de Rayleigh. Il n'y en a pas beaucoup, personne pratiquement sait pourquoi le ciel est bleu. Et on pourrait faire plein d'exemples. Je pense qu'il y a un problème de culture générale. La science, pratiquement, a disparu. Il n'y est plus dans les médias, il n'y a plus à la télévision. Je me souviens, toutes les semaines, c'est le premier week-end du mois d'août, il y avait la fameuse journée de l'astronomie. Ça n'existe plus, les médias n'utilisent plus, la télévision ne parle plus de science. Je pense qu'en fait, c'est que les gens, le niveau de culture scientifique du grand public, c'est catastrophique. Donc forcément, ils n'ont pas de repères. Donc déjà, avoir une sorte de vérité ou avoir une projection, essayer d'avoir une... ils n'ont pas ce problème. Et je pense que la première chose qui est le gros problème, c'est le niveau de culture scientifique en fait du grand public. Peut-être pas que scientifique, mais oui, peut-être pas que scientifique, effectivement. Mais là, puisque justement, il y avait beaucoup de sciences et d'astronomie, on parlait de Mars, effectivement, Mars aussi grosse que la Lune, mais je pense que la majorité des gens n'ont jamais regardé Mars le soir. Et ça, en fait, c'est ça, c'est le gros problème de la culture en sciences, et peut-être pas que la science, il y a aussi la médecine. Mais le problème, c'est que c'est le niveau culturel qui est vraiment très bas. Et je pense que là, c'est ça le souci. Et donc, du coup, la vérité ou pas... là, tout à l'heure, il y avait une grosse erreur. Madame qui parlait de couleur. En fait, la couleur n'existe pas, tout le monde le sait. La couleur n'existe absolument pas. C'est une absorption du cerveau. On sait très bien que notre rétine, il y a 3 cônes. Voilà, on voit que 3 couleurs. Quand vous parlez du vert, mais le vert, pour moi, le vert, si je me mets à la caisse de science, c'est 555 nanomètres. Ça, c'est le vert. C'est une reste. Et tous les opticiens savent que c'est 555 pour l'étalonnage du vert. Voilà. Après, on fait ce que l'on veut. La couleur n'existe pas. Oui, on voit la couleur. C'est la vérité ou pas? Mais il n'y a pas de vérité. C'est juste c'est notre cerveau. Et en fait, on pourrait faire des milliers d'exemples. Et c'est un problème de culture générale. Moi, je trouve que c'est dommage. Peut-être qu'il y a Arte, peut-être qu'il y a quelques sciences, peut-être qu'il y a France Culture. Mais la plupart du temps, les gens ont une culture qui n'est pas suffisamment élevée pour avoir une idée de ce qui est vrai et de ce qui est peut-être faux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, je ne sais pas. Parce que si on se projette dans le passé, je ne suis pas persuadé que les gens, comme tu dis, avaient une culture scientifique ou même une culture générale beaucoup plus développée. Alors si on réfléchit à un siècle ou 2 siècles avant, je pense quand même qu'en moyenne, on a une instruction qui est quand même beaucoup plus développée dans nos pays que ce que c'était il y a 2 siècles. Alors, oui, et peut-être, mais il y a aussi une diffusion. Voilà, c'est ce que je pensais, c'est qu'effectivement, là, on parlait de ce que tu trouves, Jacques est parti, mais ce qu'on trouve sur Internet, les réseaux sociaux, en fait, il y a énormément d'informations diverses et variées, et on est confronté à des tas de trucs. Alors avant, on était confronté probablement au bistrot du village, dans un petit univers, et ça ne se partageait pas et on ne se posait pas de questions ensemble. Je ne sais pas dire si c'est... Alors, moi non plus, je ne sais pas dire, mais en tout cas, je partage l'idée que l'accès à la connaissance, il devient de plus en plus compliqué aujourd'hui, et que face à ce... En fait, il n'y a plus de questionnement. C'est ça qui m'interpelle, moi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus d'éveil à la curiosité, on n'a plus ce questionnement. Et quand la raison rebute, eh bien, on s'en remet aux croyances, quelles qu'elles soient. Et du coup, ça m'interpelle parce que les gens, aujourd'hui, se font une gloire de se dire qu'on vit bien plus longtemps et qu'on est arrivé à ça. Mais est-ce qu'on s'inquiète de vivre bien et de ne pas être malheureux ou d'aller dans une autre dynamique? Et c'est ce non-accès à la connaissance qui interpelle, en fait, parce qu'on est dans un monde opaque où la connaissance n'est pas réveillée.
n'est pas éveillé, il n'y a pas de curiosité. Alors pourquoi justement on n'arrive pas à éveiller ces connaissances? Pourquoi on ne se questionne plus? Parce que nos émotions, on a des réactions émotionnelles qui sont contagieuses, je pense. Et ces réactions émotionnelles contagieuses, eh bien, elles génèrent des effets chez les gens, et ça me questionne. Voilà. Et moi, j'aimerais bien avoir des réponses là-dessus, ou des échanges sur est-ce qu'on est un petit peu dans ce phénomène de contagion de nos émotions, parce qu'on a cru des choses qui étaient peut-être pas bonnes. J'ai entendu aussi qu'il y avait des choses autour de l'énergie qui étaient peut-être pas vraies, peut-être du jugement, mais et si moi j'ai envie de croire que c'est vrai, voilà, moi je me questionne. Ce que vous dites est très délicat. Moi, je ne sais pas quoi répondre à ça. Qui veut me parler là-dessus? Toute personne est obligée de croire en quelque chose. Après, c'est la direction que prend les croyances et les moyens qu'on a pour vérifier ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas. C'est un peu ce qu'on fait ce soir, hein. C'est d'essayer d'apporter des réponses à ce que on a intérêt à chercher comme croyance plutôt que d'autres. C'est pas facile, hein, quand même. C'est délicat ce que vous avez posé. Oui, je partage pas complètement votre analyse. Il y a quand même à notre disposition un nombre d'informations scientifiques importantes. Vous avez l'association La Main à la Pâte qui, auprès des jeunes, sensibilise à la démarche scientifique. Il y a des revues scientifiques, il y a des émissions à la télévision qui divulguent, qui vulgarisent les sciences. Donc c'est un problème de démarche personnelle, de s'intéresser ou pas à cela. On n'est pas dans... Comment ? Mais on peut ouvrir des bouquins, aller à des conférences. Hein. Non mais c'est une démarche, c'est un problème d'intérêt et de curiosité personnelle de s'intéresser aux sciences et de comprendre notre entourage. Moi, je voulais juste parler des enfants et de l'éducation aux enfants. Quand j'ai dit « ça tombe pas du ciel », c'est que pour que des adultes aient de la curiosité intellectuelle, il faut que ça ait commencé avant. Et moi, là où je rejoins la dame que je vois pas, voilà, c'est quand même que je trouve qu'il y a un manque de curiosité intellectuelle chez les enfants, ou alors il faut s'interroger pour comment on fait pour mieux éveiller leur esprit critique, continuer à ce que ce soit solide, ça. Ça, c'est vraiment une question. Moi, oui, c'était très bien, mais il y a aussi sur la manière dont on leur parle à l'école de ce qui est la réussite, de ce qui est... Il y a comment on les fait réfléchir, comment on leur fait se poser des questions, comment on les met en situation de chercher. Moi, je travaille avec des enfants qui ne savent parfois pas chercher. Pardon. Est-ce que les personnes qui sont... ces personnes qui doivent impulser ça, est-ce qu'ils pensent encore aujourd'hui que c'est nécessaire? Alors, je ne vais pas aller plus loin, j'en sais rien. En tout cas, je pense que beaucoup de choses commencent... Enfin, il faut commencer par les enfants. Voilà. Je parle dans le micro, quoi. Je veux bien continuer sur ce que vous avez dit sur la question des émotions et de la connaissance. Oui, effectivement, il y a un rapport entre les émotions et la connaissance. Il y a des choses qui nous plaisent plus. Vous parlez de l'éducation des enfants. Il y a des enfants qui aiment mieux les mathématiques ou les livres. Donc il y a un rapport émotionnel à la connaissance, ce qui fait qu'effectivement, on est toujours en carence de culture. Parce que moi, je trouve que là où il y a le plus de carence culturelle, c'est dans les arts et particulièrement dans la photographie. Mais c'est que mon point de vue, parce que moi, ça m'intéresse. Donc je considère que les autres, bien entendu, ont moins de culture. Mais quand j'entends tous les éminences scientifiques, j'imagine qu'ils doivent considérer que je suis un inculte scientifique. Donc c'est toute la question, là, je reviens sur ce que vous disiez sur l'éducation des enfants, c'est-à-dire que l'école, elle a pour fonction de donner l'éducation universelle humaniste, c'est-à-dire l'esprit critique, le goût de la recherche, de l'investissement.
et qu'après, chacun fait un peu ce qu'il veut, et qu'il y a effectivement des structures, et ces structures-là, effectivement, permettent de développer nos propres goûts personnels, et que tout le monde ne peut pas être ou avoir le goût de la science. Et c'est assez normal. Après, que des gens disent des bêtises sur le ciel bleu, c'est peut-être pas fondamentalement grave. Hein, si par ailleurs, ils disent des choses intelligentes sur leur, ce qui les intéresse. La photographie. Sur la photo. Point de salut hors la photo. C'est pas grave qu'ils disent de bêtises sur le ciel bleu. Ce qui est grave, c'est quand ils veulent le faire croire à tout le monde. Donc... Je crois que le plus grave, c'est pas voir les fondamentaux. Parce que quand je dis c'est pas grave de pas voir le ciel bleu, moi je suis pas tout à fait d'accord. Parce que je suis dans la photographie, je suis photographe. Oui, parce que, d'ailleurs, en plus. Mais effectivement, je trouve qu'il y a les fondamentaux, c'est pas forcément la photographie. Alors, c'est vrai qu'on parlait de la photographie, parce que la photographie, c'est l'art, mais c'est aussi de l'optique, c'est aussi de la curiosité, c'est connaître les gens, c'est connaître le monde. Je leur dis, quelqu'un qui est un peu dans la photographie, en fait, il aime tout. Ben bon, on va pas faire une pub pour la photographie, mais c'est le problème, c'est les fondamentaux. Et c'est vrai qu'en Internet, moi je comprends pas les enfants, mais les enfants, ça doit être, ils doivent avoir une connaissance incroyable. Internet, c'est fabuleux. J'ai vu Wikipédia, alors bon, mais tous les jours, moi je me souviens à mon enfance, moi j'avais l'encyclopédie Universalis, j'avais tout l'univers, j'adorais. Maintenant c'est incroyable, on a tout l'univers, l'Universalis directement sur Internet. Mais on devrait avoir une connaissance à 12 ans, mais ils ne devraient pas toucher sur la relativité restreinte ou générale ou ce qu'on veut. Ils doivent faire plein de choses parce que ça doit être fabuleux. Enfin, il y a plein. En plus, c'est des choses qui sont simples parce que c'est expliquer simplement, sans besoin de me poser des équations. En fait, on a des outils incroyables pour que maintenant, on n'est pas obligé de... Ça coûtait une fortune, l'encyclopédie ou tout l'univers. Je me souviens, mes parents, ça coûtait une fortune. Maintenant, on a tout gratuit. On a, en fait, au niveau culture, à 12, 13, 14 ans, mais non, ils sont sur TikTok. Donc, évidemment, c'est ça le problème. Votre encyclopédie tout l'univers, donc il y avait du désir. Cette encyclopédie, elle paraissait une fois par semaine, il fallait l'attendre, on n'avait rien d'autre, voilà. Donc il y avait la question du désir aussi. Là maintenant ils ont tellement de choses. Un gamin qui a 15 jouets à Noël, il va jouer avec quoi? Avec le carton, avec la ficelle, avec le ruban, et il va pas jouer avec ses jouets parce qu'il en a trop. Donc je pense que c'est ça aussi. Ils ont tellement de choses, ces enfants, ils n'ont plus à avoir de désir, tout est là, ils allument leur smartphone, leur Internet, il y a tout. Comme ils n'ont pas le sens critique parce qu'ils sont jeunes, ils n'ont pas l'expérience, ils ne peuvent pas savoir ce qui est faux, ce qui est vrai, donc ils sont perdus là-dedans. Donc je crois qu'on ne peut pas comparer. Alors effectivement, le niveau de culture, c'est peut-être pas le même que celui qu'on avait nous quand on était gamin. Mais ils ont des tas de cultures sur des tas d'autres choses. Moi, quand je vois comment ils servent de leur pouce, moi, jamais je ferais ça. Donc la société a changé, les conditions ont changé, encore une fois, et on ne peut pas comparer. Donc ils ont une autre culture, la culture a changé, et on ne peut pas dire la nôtre était meilleure, la leur est... C'est différent. On ne vit pas dans le même monde, et je crois que ça, il faut l'accepter. Et ce monde, il change, et nos enfants, les enfants de nos enfants, ils auront encore un autre monde. Et ça a, je pense, énormément changé pendant notre... nous, ce qu'on a vécu et qu'ont eu nos grands-parents, ça a très peu changé. Et entre nous et nos enfants, ça a énormément changé en très peu de temps. Donc nous, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Eux, n'importe quel enfant qui naît maintenant, à 1 an, 2 ans, 3 ans, il sait faire marcher un téléphone. Et nous, on est obligé de lire les modes d'emploi, on n'y comprend rien. Et on est obligé de demander à nos enfants de nous dire comment on fait. Mais oui, je crois... Moi, je ne vais pas apporter une réponse, parce que j'en ai pas. Par contre, je voudrais soulever aussi une autre interrogation. Il y a quelques années, on s'était posé la question, justement avec l'Institut des hautes études, là, sur les questions de l'innovation. Il y a quand même des questions qui se posent. C'est que vous avez, au niveau collectif, vous avez des endroits, des clusters pour parler comme de la Covid, vous avez des endroits où émergent et où se regroupent, comme des nébuleuses un peu, de l'innovation. Il y a des... en Californie, en Arizona, en Israël, vous avez et des gens qui se regroupent de façon internationale, parce que les gens bougent et se regroupent là. Et vous avez des zones de créativité, alors sur le plan scientifique, qui sont assez extraordinaires. Comment ça se fait qu'il y
il y a des endroits comme ça qui restent assez stables, hein, finalement. Ça fait quand même quelques décennies que ça dure. Hein. Et c'est là, il y a aussi l'État de Washington en haut, sur la côte ouest. Et comment ça se fait qu'il y a des zones où on semble des déserts, alors que les capacités intellectuelles et a priori des systèmes d'éducation dans l'Occident, dans le monde développé, sont à peu près équivalentes, ne doivent pas être très divergentes. Et il y a des zones où émerge cette créativité d'innovation, et d'autres qui semblent des vrais déserts où il ne se pose pas grand-chose. Ou alors, je ne sais pas. Si quelqu'un a des idées, je suis preneur, mais c'est très étonnant. Moi, je voulais rebondir là-dessus, sur ce que vous disiez, parce que moi, je pense que ce sont les systèmes, je me réfère à la sociologie, les systèmes de référence qui fondent nos croyances, de toute façon. Donc, et du coup, actuellement, les systèmes de référence ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que les enfants non plus ne sont plus sur les mêmes valeurs, en tout cas, que les générations précédentes, qui avaient effectivement accès aux livres, et que les modes d'information influent justement sur les références des enfants. C'est tout. Moi, je pars du principe que c'est pas parce que ils ont tout qu'ils n'ont pas un esprit critique. Ils l'ont, mais peut-être que nous, justement, on ne leur laisse pas l'espace de cet esprit critique, parce que peut-être qu'on n'est pas en phase, justement, les deux générations. Et chacun est bousculé de son côté, et ça pose problème, je pense. Tout à l'heure, j'ai entendu un discours qui disait comment ça s'appelle, que dire, les enfants ont un discours intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire intelligent? Par rapport à quoi? Et justement, quand il y a des comment ça s'appelle, des gens qui inventent, il n'y a plus le discours intelligent. C'est un discours créatif. Et donc, c'est pas l'intelligence. C'est pas l'intelligence. Il ne faut pas mettre une intelligence, vous voyez, comme l'intelligence qui serait vraiment pour tout le monde. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de discours intelligent. À mon avis. Non, je dis non, voilà. Il y a un discours intelligent, mais peut-être que de dire ce discours intelligent, ça fait peur à certains enfants, peut-être. Parce qu'eux ont peut-être un autre discours qui n'est pas compréhensible peut-être par les autres, mais ça sert la créativité. Je sais pas. C'est pas inintéressant comme... Pour aller dans ce sens, je disais que l'intelligence, c'est quelque chose de multiple. Certains ont une intelligence humaine, d'autres créative, d'autres intellectuelle, mathématique, tout ce qu'on veut. Et puis ça dépend du milieu dans lequel on est, de la culture qu'on a eue, de tout autant qu'on est. On est quand même des gens privilégiés. Voilà. On a baigné dans des... Oui, tout à fait. Mais on peut ne pas se connaître les couleurs, ne pas avoir toutes ces notions physiques, scientifiques, et être quelqu'un de tout à fait intelligent, je pense. Voilà, donc ça c'est... Bien. Ah, alors attendez, on ne parle que dans le micro. Pour rebondir sur monsieur qui disait les gens qui se regroupent et qui rassemblent des intelligences collectives dans un endroit du monde. En fait, moi, il y a des choses qui me passionnent, c'est par exemple l'intelligence collective qu'il peut y avoir et surtout les rêves. On a vu Apple il y a 20-30 ans, aujourd'hui il y a SpaceX. Je trouve que ça, c'est l'intelligence collective qui est mise au service d'un rêve, en fait. Parce que qui aurait pu penser qu'un jour on aurait mis une fusée et qu'on l'aurait fait atterrir et c'est un monde qui avance à une vitesse folle. Et je pense que en fait, ces gens-là se retrouvent parce qu'en fait, ils ont le droit de rêver. Aujourd'hui, est-ce qu'en France, on se serait autorisé à rêver de faire une fusée qui puisse atterrir et amener des gens au bout de 15-20 ans? Il a mis 15-20 ans pour le faire. Et je crois que ça, c'est vraiment une notion importante du rêve. Même pas 9 ans. Moi, je trouve ça assez extraordinaire aussi. Ça, c'est le genre de truc qui me font rêver, moi aussi. Bien, on termine la soirée. Allez, réfléchissez bien si vous avez encore une question à poser, parce qu'après, ça sera trop tard.